Hello tout le monde, c'est Ambroise et vous écoutez Let's Be Queer. J'espère que ça va. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année 2023. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast, tout simplement. Et j'avoue que je suis un peu en improvisation totale parce que cette idée de thématique, entre guillemets, m'est venue comme ça pendant ma promenade avec mon chien, voilà, il y a de ça quelques minutes seulement. Donc, et je me suis dit que c'était une très bonne idée d'en parler ici. Donc voilà, on va parler de ce que j'appelle, moi, la stigmatisation médicale. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais je pense que c'est un terme qui, voilà, se prête bien à la situation. Donc on va partir sur une petite story time, voilà. Mais je pense que je ne suis peut-être pas la seule à traverser ça, enfin à avoir traversé ça. Et voilà, si quelqu'un parmi vous, quelqu'un qui écoute, a connu la même chose, bah, sachez que vous n'êtes malheureusement pas tout seul. Bref, moi, ce que j'appelle par stigmatisation médicale, c'est très simple. Pour tout vous dire, je suis diagnostiquée avec une dépression et un trouble anxieux généralisé depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et je prends un traitement depuis un peu plus de 5 ans, peut-être. Un traitement qui contient entre autres des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est vraiment très 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 difficile de se faire prendre au sérieux par le service des urgences ou par tout autre médecin quand on prend ce genre de médicaments-là. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Je l'ai remarqué pendant plusieurs années quand j'avais régulièrement des crises, enfin des sortes de crises de maux de ventre, c'est-à-dire que j'avais des douleurs assez intenses, vraiment. J'étais pliée en deux, je pleurais, j'avais l'impression qu'on me poignardait, j'avais l'impression que j'allais mourir, enfin bref. C'était une douleur insupportable, même avec du tramadol, qui est l'équivalent de la morphine. Des fois, ça ne passait pas. Et il a fallu que je souffre de ça pendant 2 ou 3 ans, avant qu'un médecin généraliste, celui que je l'ai, pas le médecin de la famille, ni celui que j'ai eu après, mais celui que j'ai choisi moi-même en déménageant et en partant m'installer seule, pour qu'un médecin prenne ça au sérieux et me fasse faire des examens. Parce que jusque-là, c'était c'est le stress. Voilà, c'est l'anxiété, c'est le stress. Vous n'y pouvez rien. Ça va passer en prenant les médicaments. Donc, ouais, c'est le stress, sauf que quand tu vis avec de l'anxiété permanente, à un moment donné, tu connais ton corps. Tu connais comment l'anxiété s'exprime, comment le stress s'exprime. Tu reconnais les maux de ventre qui y sont liés. Et là, pour moi, c'était pas ça, clairement. Et voilà, j'ai passé des années à me dire c'est le stress, c'est dans ta tête. Jusqu'à ce qu'en fait, un médecin me fasse faire des examens
D'abord pour ce qu'on appelle l'endométriose. Puis il a parlé d'intestin irritable, du syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, oui, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas l'endométriose, mais j'ai le syndrome de l'intestin irritable, ce qui fait que parfois certains aliments peuvent me provoquer des douleurs atroces au ventre quand j'en mange. Et donc, là, je les ai pas encore tous identifiés, parce que c'est aussi une affaire d'identification. Du coup, tu manges et après tu vois ce qui se passe clairement. Mais du coup, rien que ça, rien qu'en identifiant les aliments que je mangeais avant les crises, maintenant ça va mieux. Et je me dis, il m'a fallu plusieurs années pour qu'on me prenne au sérieux, pour que j'ose aussi de nouveau en rediscuter, parce que j'en avais parlé plusieurs fois à mon autre médecin, et à chaque fois il me disait oui, c'est le stress, nanana, et à force, t'y crois en fait. Et tu vis avec parce que tu crois que ils ont raison et que tu te fais des films, surtout que l'anxiété des fois c'est... ça peut créer des ulcères, ça peut créer des douleurs à l'estomac, et je me disais que c'était le stress aussi parce que on me répétait sans cesse ça, on me martelait dans la tête ça, mais non, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est ça en fait, ce que j'appelle la stigmatisation médicale, c'est le simple fait de voir que la personne prend des anxiolytiques et des antidépresseurs, et donc d'en déduire que ces douleurs sont liées au stress ou à la dépression, ou que la personne a besoin d'aide mentalement et du coup invente des symptômes pour obtenir de l'aide. Il y a plein de scénarios différents, et je sais que ça peut arriver parce que on est quand même dans un pays qui prend plus sérieusement les douleurs physiques que les douleurs mentales. Globalement, les gens sont plus compatissants avec toi quand tu te casses une jambe que quand tu souffres d'une dépression. Voilà. Donc voilà, c'est ça que j'appelle la stigmatisation médicale, c'est... Ouais, elle a des douleurs au ventre, elle prend des anxios, c'est le stress, ça va passer. Et ça, on me l'a fait à plusieurs reprises. On me l'a fait pour le syndrome de l'intestin irritable, comme je vous le disais. Et on me l'a fait récemment, l'année dernière, en mai je crois, pour l'appendicite. Et oui. Faut savoir que dans ma famille, on a à peu près tous fait l'appendicite. Je crois qu'il n'y a que mon frère et une de mes sœurs qui ne l'ont pas fait. Et comme mes deux sœurs, moi, l'avaient fait à 16 ans, et que maintenant j'ai 25 ans, je me disais que j'étais passée à côté et que je n'allais jamais la voir. Sauf que ça m'est tombé dessus quand même. Donc ne jamais dire jamais, les amis, c'est dangereux. Bref, donc un samedi, je me lève avec des douleurs au ventre. J'ai l'habitude d'avoir mal au ventre, que ce soit pour l'anxiété, que ce soit pour l'intestin irritable. Et au début, j'avais vraiment mal dans le bas-ventre. Donc je me dis, ok, c'est peut-être le syndrome prémenstruel, c'est peut-être le stress. J'ai aussi parfois des kystes aux ovaires. Donc voilà, ça pouvait être plein de choses. Je me suis dit, ok, prends un spasme, vois si ça passe. Ça ne passe pas. Et la douleur se fait de plus en plus du côté droit
du côté de la fosse iliaque droite, là où se trouve le cher appendice. Du coup, comme ça passait pas et que ça commençait sérieusement à m'agacer et à me faire mal, j'ai envoyé un message à ma grande sœur qui est infirmière en lui disant que j'avais mal. Et elle m'a dit de me rendre aux urgences, donc elle m'y a accompagnée. J'ai attendu longtemps, très 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 longtemps. Je crois que j'y suis allée pour 18h et que j'ai été prise en charge à minuit, je pense. Bref. Et là, on me fait une prise de sang. Les infirmiers, les médecins voient à la prise de sang que y a une inflammation quelque part. Donc, ils font une échographie parce que je leur ai dit que j'avais mal à la fosse iliaque, au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, ils font l'échographie. Ils essayent de voir l'appendice. Ils ne le voient pas. Enfin, ils voient que la moitié. Et cette moitié qu'ils voient n'est pas inflammée. Donc, directement, ils se disent, c'est pas l'appendicite. Mais déjà, rien que ça me frustre un peu. Enfin, je sais pas, t'es médecin, quand tu vois que la moitié d'un organe qui est possiblement inflammé, peut-être faire un examen complémentaire pour voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Enfin, si l'entièreté de l'organe n'est pas inflammée. Enfin, moi, un IRM ou un truc comme ça, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, après ça, ils ont éliminé d'office l'appendicite. Et comme j'avais déjà eu des kystes aux ovaires, ils m'ont dit, bah écoutez, on va quand même, parce qu'ils étaient déjà partis sur le fait que c'était le stress. On va quand même vous emmener en comment on appelle ça ? Je n'ai plus le mot. En gynécologie, pour faire une échographie des ovaires, pour voir s'il n'y a pas un kyste. Donc, voilà, on m'envoie en gynéco, on me fait l'écho, il n'y a rien. On me dit de rentrer chez moi. Je suis rentrée à 4h du matin. Le lendemain, j'avais plus mal. Plus vraiment. Donc, je suis partie travailler. Je me suis levée à 10h. Donc, j'ai dormi 6 heures. Même pas. Le temps de rentrer, de me coucher. Enfin, bref. Et je suis partie travailler. Et j'ai travaillé jusqu'à 16h. Et à 16h, au moment de partir, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'étais coincée sur mon siège et je pouvais pas bouger tellement j'avais mal au ventre. Et du coup, mon entreprise a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. Je leur ai dit que la veille, j'avais été aux urgences pour les mêmes douleurs. Et que les urgences, ah oui, très drôle, les urgences m'avaient dit, si les douleurs reprennent ou continuent, revenez. Donc, les pompiers ont dit, on va vous ramener là-bas. Donc, pareil, j'arrive vers 17h. Et là, j'ai vraiment un accueil, mais genre glacial. Et on m'a vraiment posé la question, mais vous faites déplacer pour les pompiers pour des mal de ventre, vous ? Voilà. Donc, autant vous dire que je ne suis pas passée prioritaire. Ça, non. Et que j'ai attendu encore plus longtemps que la veille. J'ai été prise en charge à 2h du mat'. Et là, l'interne est rentrée dans le box et a tout de suite dit mais ce serait pas le stress ?
Niveau dépression, niveau état mental, ça va, vous n'êtes pas triste, vous n'avez pas des pensées suicidaires, vous n'avez pas d'idées noires. Enfin, elle m'a posé tout un tas de questions sur mon état mental, qui alors allait bien, vraiment. Et d'ailleurs, à cause de ces questions, j'ai commencé à me sentir mal en fait, parce que à force, voilà, ça devient lourd. Mais ouais, ils sont partis sur ça. Et ils m'ont fait une deuxième prise de sang, mais vraiment en mode ouais, enfin bon, vous dites que c'est pas le stress, mais blablabla. Deuxième prise de sang, oh bah il y a une inflammation quand même, donc on va revérifier l'appendicite. Donc j'attends, je repasse une écho, et là l'interne voit complètement l'appendice, et oh surprise, il est inflammé. Et à ce moment-là, quand le diagnostic de l'appendicite tombe, il y a un changement total de comportement de la part des infirmiers et des médecins. Genre, au début c'était froid, c'était des questions sur mon état mental, c'était vraiment non c'est le stress, elle est venue pour rien, blabla. Et dès que c'est l'appendicite, on m'a sorti « Ah bah vous avez bien fait de revenir ». Bah ouais, j'ai bien fait de revenir, ouais. Mais j'ai bien fait aussi de ne pas vous écouter et de me convaincre qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Parce que si, je sais pas, j'aurais pu faire une... Parce que là, c'était une appendicite pas compliquée, mais j'aurais pu faire une péritonite si j'avais attendu longtemps en me disant, bah non, ils ont dit que c'est le stress, blablabla. Et je sais qu'avec les années, j'ai appris à m'écouter, mais je sais que si ça avait été, par exemple, il y a 5 ans, j'aurais pas réagi de la même manière, je me serais dit non c'est le stress, tu te fais des idées, continue, et ça aurait pu très mal tourner. Vraiment. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais les personnes qui n'ont pas, enfin, qui ont peu confiance en eux, qui sont dans ce schéma, bah on m'a dit que c'était le stress, donc c'est le stress, je veux pas les embêter plus, enfin... Ils deviennent quoi quand les infirmiers veulent pas entendre qu'il y a vraiment un problème et que c'est pas que le stress parce que tu prends des anxiolytiques et des antidépresseurs? Ils deviennent quoi? Ils meurent? Ils font une complication? Enfin, je sais pas, mais ça m'a vraiment choquée, ça m'a frustrée, ça m'a énervée et je trouve ça absolument pas normal en fait. Et vraiment, c'est une expérience qui m'a pas traumatisée parce que dans un sens, je me suis écoutée, je me suis affirmée et je leur ai dit non, là, il y a un truc qui va pas. Mais s'il vous plaît, les médecins, formez-vous en psycho, ayez un minimum d'enseignement en psychologie, faites des recherches, parce que les patients qui souffrent de dépression et d'anxiété sont des patients totalement normaux comme les autres, qui peuvent aussi avoir les mêmes maladies et les mêmes infections que les autres. Voilà, c'est pas parce que t'es déprimé, c'est pas parce que t'es anxieux que tu peux pas avoir l'appendicite ou le syndrome de l'intestin irritable en fait. Et je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques, je sais pas si statistiques, pardon, je sais pas si on a même sur la question, mais ce serait vraiment un truc sur lequel se pencher, la stigmatisation comme ça, parce que, et ça devrait vraiment être un réel problème, parce que les personnes à qui j'avais affaire, c'était même pas des vieux médecins, enfin, c'était des jeunes qui étaient encore à l'école. Et je me dis, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et toujours stigmatiser comme ça les patients qui prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs, mais
Enfin, il n'y a pas un problème. Enfin, vraiment, ça me... Je sais pas, c'est... Enfin, voilà. La petite histoire. Et la petite anecdote aussi, c'est que... là, j'en rigole, mais... Bref. Quand je suis rentrée à 4h du matin, après être sortie de gynécologie, je n'ai pas regardé le papier que la sage-femme m'a tendu, le compte-rendu, quoi. Je l'ai juste laissé sur ma table base du salon. Et je suis allée me laver, me coucher, et après je suis allée au travail, tout ça. Sauf que quand j'ai prévenu mes parents que j'avais l'appendicite, mes parents sont venus chez moi chercher des affaires et ont vu le papier. Ils l'ont pas lu au début. Ils l'ont juste pris au cas où ce serait important. Et ils l'ont lu après. Et en fait, j'avais dit... Les infirmiers m'ont demandé quand s'est arrêté mes dernières règles. Je leur avais dit que c'était il y a 5 jours. Et sur le compte-rendu, il y avait donc marqué enceinte de 5 jours. Accouchement prévu en février 2023. Et sur le coup, ça m'a fait rire. Ça a fait rire aussi ma famille qui savait que c'était pas possible. Enfin, il y a juste ma mère qui a paniqué en mode mais elle nous aurait pas dit l'appendicite, c'est pas ça. Enfin bref. Mais je me suis dit aussi ce genre d'erreur, ce genre d'inattention. Les gars, qu'est-ce que ça peut créer si par exemple on tombe sur une mineure de 14, 15, 16 ans, je sais pas, ou une petite fille qui vient juste avoir ses règles et on tend le papier à son père ou sa mère avec ce genre d'inattention dessus. Et enfin, il y a des situations où ça peut vraiment mal tourner en fait. Et même ça, c'est pas normal. Enfin, je me dis, ok, il y a beaucoup de monde aux urgences. Ok, les médecins font beaucoup trop d'heures. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Parce que si j'avais pas eu une famille qui savait que c'était pas possible et qui me faisait confiance, ou si j'avais été mineure et que j'avais été dans une famille assez sévère, enfin, ou catholique pratiquante peut-être, je ne sais pas, ça aurait pu avoir des conséquences énormes. Enfin, voilà quoi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait... J'ai eu un fou rire nerveux quand j'ai lu le papier, parce que je savais que ce n'était pas possible. Mais en y repensant, je me dis, mais ils font ce genre d'erreur sur un autre cas que le mien, et ça peut mal tourner, quoi. Enfin, voilà. C'était mon petit coup de gueule sur la stigmatisation médicale et sur les erreurs d'inattention. Les gars, vraiment faites quelque chose pour l'hôpital, je sais pas, à la fois pour que les médecins arrêtent de stigmatiser constamment les personnes qui prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs, et à la fois pour éviter que les personnes se retrouvent à faire des gardes de je ne sais combien d'heures et fassent des erreurs d'inattention qui peuvent parfois avoir des conséquences assez graves. Enfin, voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve le mois prochain, ou peut-être en début de mois, pour un épisode. Je ne sais pas encore, j'ai 2 épisodes en projet, donc je verrai lequel. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Et dites-moi en commentaire sous
contactez-moi via Instagram si vous voulez participer au podcast ou si vous avez vécu une expérience semblable. Voilà. Salut. Let's be queer. Vous aimez écrire? Vous aimez chanter? Vous aimez faire de la musique? Vous aimez lire? Vous avez une passion dans la vie qui vous fait vibrer? Vous avez aussi une personnalité, un auteur, une œuvre, je ne sais quoi, qui vous fait vibrer et vous avez envie de la partager ou de le partager avec nous. Vous avez aussi envie peut-être de discuter de votre parcours de vie ou d'en découvrir d'autres à travers ce podcast. Eh bien, Let's Be Queer, c'est tous les mois des interviews, des témoignages, des coups de cœur, des coups de gueule, faits par des personnes queer pour des personnes queer ou alliées. Et j'espère que ça va vous plaire.